Elle est bonne, sa paire. Hop là, nouvel épisode de Les Bonnes Sapères. Soyez les bienvenus tous les jeudis 18h. On est là sur la chaîne YouTube de Move pour parler souliers de sport, comme on dit chez nous, pour parler culture sneakers. Avec un dossier spécial aujourd'hui, on va s'intéresser à la place des femmes dans le sneakers game. Je regarde Mylène parce que ça fait longtemps qu'elle attend ce dossier. Ça fait longtemps qu'elle attend de ne pas être seule pour représenter la jante féminine autour de la table. On est parti pour ce dossier, si vous le voulez bien, avec Mylène évidemment, Son of Sneakers. Sega. Grand bavardeur, grand maître du bavardage. Grand maître de la bavardise, Clems, big boss de Foot Patrol. Et notre invité, puisqu'on a une invitée aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que Mylène n'est pas seule, Olivia Perronnet qui est avec nous, bienvenue. Merci. Et merci d'être là pour ce nouvel épisode de Les Bonnes Sapères. Le dossier chaud. Et on commence évidemment, comme d'habitude, par remercier ceux qui nous accueillent, la place hip-hop, centre culturel hip-hop ici à Châtelet. Merci la place. Merci. Très important, Olivia, tu n'étais pas obligée de le faire, tu n'étais pas prévenue. C'était avec plaisir. Voilà. Olivia Perronnet, donc, pour te présenter rapidement, tu bosses chez ASICS. Comment t'es arrivé, toi, dans ce game, en fait? Comment déjà t'es arrivé? J'imagine que t'as une passion pour le soulier. On peut dire ça. Ou alors c'est le job qui t'a amené à avoir cette passion-là, parce que t'as bossé longtemps pour Shoes Up. C'est ça. On en parlait hors antenne, c'est le premier magazine vraiment français qui parlait de sneakers à l'époque. Disons que moi, je suis plus arrivé dans cette passion-là via le sport. J'ai fait beaucoup de sport et à l'époque, les souliers de sport, donc c'était ça qui nous les faisait connaître avec les grandes égéries, Pete Sampras, je faisais du tennis, Okay. Agassi, etc. Et j'ai découvert Shoes Up totalement par hasard après une école de journalisme et ça alliait un peu mes deux passions. Et je suis arrivé dans le premier magazine effectivement qui parlait de chaussures de sport au début pour finalement parler un peu plus de lifestyle au fur et à mesure des années et puis suivre l'évolution de la sneakers dans le monde et en France. Donc en tant que journaliste dans un premier temps. Dans un premier temps et après évolué, hein. J'ai pris la direction en chef pendant les 5 dernières années quand j'étais là-bas et je me suis aussi occupé de la boîte de création de contenu. On bossait beaucoup pour les marques qui à l'époque avaient besoin d'aide, entre guillemets, pour faire de la publicité qui était faite de façon un peu plus intelligente. Et est-ce que vous étiez beaucoup de femmes à l'époque déjà à bosser chez Shoes Up? Non. Non. Mais non, on est devenues plus nombreuses vers la fin, mais j'ai toujours été la seule. Okay. Dit-elle avec fierté. La suite pour toi, c'est après Shoes Up ASICS, du coup. Comment tu te retrouves là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Après 12 années d'exercice chez Shoes Up, un magazine indépendant, c'était pas facile tous les jours. Il fallait se battre pour exister auprès des marques, etc. Versus les gros médias digitaux qui étaient arrivés, internationaux aussi, et auxquels les marques prêtaient beaucoup plus d'attention. Donc à un moment j'en ai eu assez et je me suis dit je vais pourquoi pas essayer de relever un challenge chez une marque, chez l'annonceur comme on dit dans le jargon et l'opportunité chez ASICS s'est proposée et je trouvais ça assez intéressant parce que ASICS était une marque chez les sneakerheads qui était qui était bien légitime mais qui avait besoin d'aide entre guillemets pour travailler le lifestyle. On dit sport style chez nous mais voilà. Ok. Et comment ton job chez ASICS aujourd'hui, ton job du quotidien, c'est quoi? Aujourd'hui, mon job chez ASICS, c'est j'appartiens à la team marketing pour la France. Donc, on travaille la stratégie marketing et à travers l'influence notamment. Et du coup, c'est là où moi j'interviens beaucoup, c'est la création de contenu. Donc, d'abord l'influence, trouver les bonnes personnes à qui parler et qui vont être de bons ambassadeurs pour la marque, par exemple. Et après, créer du contenu avec eux. De la meilleure façon qui soit. On essaye de trouver des gens qui aiment vraiment la marque au départ, avant de... et qui la portent sans que nous on intervienne et que ce soit organique. Et des gens fiers de porter ASICS, il y en a, mais il y en a moins que chez d'autres marques. Donc, mais il y en a de plus en plus. On en voit dans le... Oui, il y en a de plus en plus. Ce qui nous concerne nous, puisqu'on est une radio hip-hop à la base, on est un média hip-hop, mais dans le rap, il y a de plus en plus de rappeurs qui mettent du ASICS. Non mais ça c'est sûr, dans le rap on n'est pas loin. Et ça pour vous c'est une bénédiction quoi, parce que vous avez rien demandé finalement. C'est génial. On va rentrer dans le vif du sujet, la place des femmes dans le sneakers game. Je vais m'adresser d'abord aux mecs. Pour juste avoir votre avis là-dessus, est-ce que selon vous le monde des sneakers est un monde de mecs? Est-ce que c'est un monde un peu misogyne? Je sais pas si c'est un monde misogyne, mais en tout cas le fait est que le monde du sneaker game est à l'image de la société. Je dis ça dans le sens où quand le monde de la basket a commencé, donc on est à la fin du 19e siècle, on crée des paires, etc.
le sport à l'origine est une discipline qui s'adresse essentiellement aux mecs, à l'origine. Donc forcément, dans l'évolution du monde de la basket, ça s'adresse qu'aux mecs. Il n'est pas, je ne sais pas s'il est misogyne, je ne sais pas quel mot on doit mettre, mais en tout cas, il n'est pas du tout inclusif et il n'inclut pas du tout les meufs, les femmes dans la sphère déjà du sport à l'origine. Et encore moins du sneakers game. Il a fallu attendre donc 82, mais ça je pense que tout le monde le sait, pour qu'une marque, Reebok, intègre, vous dise « Ah bah tiens, on va faire une paire pour les femmes ». Et encore, c'est un moment particulier, on est dans les années 80, le sport est roi. Comment on faisait avant, quand on était une femme et qu'on voulait mettre des baskets? En fait, c'est comme pour dans pas mal de sphères de la société, tu prenais des baskets de mecs, quoi. Mais je veux dire que dans la démarche de faire des baskets ou de créer des baskets, le facteur femme, je pense, n'entre même pas dans le spectre de décision de tous les mecs. Je peux pas être aussi bon que le boss du bavardage. Je vais aller un peu plus droit au but. Pour moi, clairement, c'est un monde de mecs. Misogyne ou pas, je sais pas. On n'en est peut-être pas très loin. Mais il est qu'à avoir dans chaque business. Tu vas dans n'importe quelle grosse enseigne, le rayon femme va être forcément, allez, s'il fait un quart du rayon homme, c'est déjà extraordinaire en fait. Et chez les marques, ça se retrouve beaucoup. En tout cas, sur notre côté un peu plus exclusif, c'est encore plus marqué. Les paires très exclusives, un peu spéciales, sont très souvent de l'homme et on commence à avoir un peu des séries femmes qui arrivent. Mais oui, c'est un monde de mecs. On va dire que 90% probablement des collectionneurs ou des sneakerheads sont des mecs. Les femmes sont en train de prendre leur place dans cet univers. On commence à en voir de plus en plus, avec une position un peu plus respectueuse, on va dire, quelque part. Et ça, c'est cool, mais à la base, ouais, c'est un monde de mecs. Pour parler de ce que tu connais, puisque toi, t'es dans les boutiques. Ouais. Dans le staff des boutiques, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Ça va dépendre des boutiques. Chez vous, par exemple, à Foot Patrol. Nous, on a commencé dans l'équipe, il y avait une fille. Mais il n'y en a plus. Bravo. Après, on est sur un marché qui est particulier aussi, il faut bien le voir. Mylène, on terminera par toi, du coup, Olivia. Comment tu vois la chose, toi? Alors moi, c'est vrai qu'en tant que consommatrice de base, j'ai toujours consommé au départ plus Grade School, par exemple, pour Nike. Mais parce que pour les femmes, il n'y avait pas forcément des paires plus quali que ça, on va dire. Et donc, du coup, le Grade School, c'était plus ce qui se rapprochait, on va dire, de l'apparat masculin, on va dire. Je trouve qu'au fur et à mesure des années, les marques ont essayé, et y arrivent plus ou moins, de plus en plus, à inclure les femmes justement dans ce sneakers game, justement, on va dire. On le voit de plus en plus, on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec une Jordan 6 qui est sortie exclusivement pour les femmes, avec des matériaux qui étaient complètement qualitatifs, des matériaux premium. Après, quand on est dans le milieu du sneakers game, c'est un peu plus compliqué. Parce que moi, je le ressens en tant que femme. Clairement, en fait, il faut dire les choses. On vit dans une société qui reste quand même assez patriarcale dans son fonctionnement et assez machiste et sexiste. C'est pour ça que je disais que c'était à l'image de la société, dans le sens où même quand tu te retrouves dans une société, dans une entreprise ou même dans une émission comme la nôtre, les femmes aujourd'hui sont plus sujettes à critiques, remarques, etc. Mais c'est pas l'émission. Olivia, t'es d'accord avec ça? Tu te retrouves dans tout ce qui a été dit là? Dans les commentaires. Parce que finalement, en gros, là, vous êtes tous les trois plus ou moins d'accord. Hein. Oui. Oui, je suis d'accord. On peut partir du sport, effectivement, comme Segal a dit. Nous, on est une marque de running à la base. On a bien vu l'histoire du marathon avec les femmes qui se sont fait... qui longtemps ont dû se battre avant de pouvoir juste courir un marathon en disant mais je comprends pas pourquoi on n'aurait pas le droit. Effectivement, le sport, on avait exceptionnellement le droit de jouer au tennis, aller avec des égéries tennis, mais en aucun cas tu retrouvais les chaussures avec lesquelles elles jouaient en magasin. Les femmes, de toute façon, elles doivent se battre, elles doivent taper du poing et elles doivent faire ça de façon pas trop osée. C'est toujours le même problème et effectivement, c'est dans tous les milieux le même souci. Après, oui, la société évolue, oui, il faut le dire et il faut en parler et il faut à essayer d'arrêter qu'on ait à prouver sans arrêt des choses, mais en même temps, il faut aussi exister. Comment ça évolue tout ça? Dans les marques, il y a des femmes. Il y a des femmes, il y a eu des femmes beaucoup à la communication. Voilà, ça c'était bien, c'était un travail de femme. Donc on peut retrouver ça dans les bureaux de presse, on peut
Donc c'est hyper stigmatisé, mais de plus en plus, on retrouve des femmes avec un peu plus de pouvoir de décision, au niveau du marketing notamment, parce que c'est beaucoup là où ça se passe, au niveau des commerciaux. Voilà. Après, dans les médias, pour avoir bossé dans un média, non, il n'y avait pas de femmes à l'époque, ou en tout cas, c'est pas ce qui les intéressait. Donc à un moment, on parle de sneakers, si ça t'intéresse pas, tu peux passer ton chemin. Mais moi, j'ai jamais ressenti ça. Après, disons que j'ai un positionnement particulier et je m'entends bien avec les garçons et disons je parle assez fort pour que et voilà, après il faut. T'es en train de dire que si t'as pas une personnalité, si tu t'affirmes pas, c'est un peu compliqué quoi. Mais tu peux être un garçon et dire on va parler, dire de la merde pendant 20 minutes et tout le monde t'écoute. Voilà, une femme n'aura pas le droit à l'erreur. Donc tu as intérêt à connaître ton sujet sur le bout des doigts. Encore aujourd'hui. Bien sûr, encore aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, etc., ça pardonne encore moins. Mais c'est pas grave, on va y arriver. On parlait quand même d'un espèce de changement dans les mentalités. Vous le placez quand là dans le temps, ce changement, à partir de quand les mentalités ont commencé un peu à évoluer, on a commencé à accepter de voir plus de femmes et dans ce milieu-là, est-ce que c'est récent tout ça? C'est un vrai phénomène chez les marques. Alors ça a pris du temps. Moi, je place ça, il y a plein de périodes. Il y a plein de... On parle de succès, par exemple, de succès de paires ou de modèles, mais je trouve que le lancement de Nike ID en 99, c'est les premiers à avoir lancé un peu un laboratoire. Voilà, les filles avaient l'opportunité de faire le droit de faire leur paire, leur coloris, de choisir leur modèle. Et ça a donné énormément d'infos, je pense à Nike, par exemple. Mais... Après, il y a des modèles commerciaux, des succès de modèles indépendants de la volonté des marques, que ce soit chez Nike ou chez les autres, qui sont, je sais pas, la Freerun par exemple, quand ils l'ont lancée en 2004, c'est une paire qui était pour une nouvelle façon de courir, protéger la cheville, les articulations, etc. Et puis finalement, ça a explosé chez la femme, mais chose qui était complètement imprévue au sein de chez Nike. Trop bien, génial, démocratisation de la basket, mais il y a peu de temps encore, on aurait dit aux filles, vous allez marcher en basket dans la rue pour aller au travail, on nous aurait rionné parce que en France, c'était pas dans la culture, on n'est pas dans la culture américaine où on met des chaussures, des baskets parce que c'est confort et hop, on change de chaussures dans l'ascenseur pour aller bosser. Nous, on allait bien galérer en bossant en talons. Pas pour ma part, mais voilà. Non, sinon, c'est vrai qu'on peut très vite entendre des elle s'habille avec des baskets, c'est un bonhomme. Mais on a eu affaire à un milliard de réactions comme ça, et même les garçons à l'époque où quand on allait en boîte de nuit avec une paire de baskets, il y a encore pas si longtemps, on rentrait pas. Donc voilà, ce phénomène-là, ça commence à dater maintenant, mais ça existe encore dans certains endroits. Oui. L'histoire. Oui. Après, il y a aussi, je pense, ce qui joue en faveur entre guillemets d'une meilleure inclusion des femmes dans le monde des baskets, c'est aussi le rôle des égéries. Oui. Genre une nana comme Serena Williams, aujourd'hui c'est même plus qu'une égérie, c'est plus qu'une égérie, c'est un rôle modèle quoi. C'était des femmes charismatiques portées au nu par Nike aussi, et qui a eu l'audace de le faire, voilà, et après suivi par d'autres. Mais c'était aussi, c'est la stratégie de cette marque-là d'aller chercher les plus charismatiques de tous les sports pour les amener au sommet, même quand ils le sont un peu moins que d'autres. Mais oui, les égéries, et après dans le lifestyle, les égéries, oui, ça a commencé pour moi. Les premiers où vraiment le succès m'a marqué et où ça a marché, on va dire, c'est Puma avec Fenty et la Puma Suède de Rihanna. Voilà. Alors après, encore une fois, il faut faire attention. C'est pas très vieux. C'est pas très vieux. Mais après, il y a eu des succès de chaussures dans des collections inline comme la Blazer aussi en 2014. Mais pareil, c'est pas très vieux. Et ça, c'est indépendant de la volonté de Nike. Quand les filles se sont emparées de ce modèle. Et après, il y a eu des lancements chez Adidas, par exemple, avec le relancement de la Stan Smith, qui a été vraiment focusé sur les femmes et qui a fonctionné. Mais en général, quand les marques focusent les femmes, ça fonctionne pas. Non. Donc voilà. Sauf, mais parce sauf que Reebok, il faut. Oui. Sauf Reebok, mais c'est une question de modèle aussi. Si le modèle avait été horrible, là il s'est trouvé que le modèle était parfait, dans la tendance, et les femmes ont un avis très tranché sur ça me plaît pas, et tu peux mettre Rihanna, tout ce que tu veux derrière. Si ça plaît pas, ça plaît pas. Non, si le modèle marche pas, ne va pas, ne plaît pas, etc., ça fonctionnera pas, et tu auras dépensé des millions. Et il y a aussi une évolution aussi qu'il faut noter, c'est que les marques maintenant ajoutent des petites tailles. C'est con, mais avant, quand tu voulais chercher une paire, ça commence à partir du 40-41.
Les femmes de s'habiller chez l'enfant. Même encore aujourd'hui parfois. Parfois c'est compliqué. Et donc du coup les femmes, en tout cas moi j'avais plein de copines à l'époque qui devaient chercher chez les pères enfants pour trouver des pères. Et aujourd'hui c'est moins vrai, tu vois. Mais du coup aujourd'hui sur certaines paires, on assiste à l'effet inverse parce que étrangement les paires qui sont destinées aux femmes sont déjà pour moi sont un peu plus intéressantes en termes de construction-fabrication. Et du coup tu as des mecs qui ont un peu la frustration inverse de « Ah, il n'y a pas ma taille sur cette paire qui est intéressante ». Mais ça, c'est un phénomène qu'on voyait depuis longtemps. Moi, je sais qu'en boutique, ça faisait très longtemps que j'avais des femmes qui venaient et qui me demandaient des modèles hommes en petite taille et qui me disaient « mais on veut la même chose que les mecs, en fait ». Je pense que la difficulté aussi pour certaines marques, c'est de comprendre en fait qu'aujourd'hui, on arrive dans un moment dans la société où les goûts même ne sont plus genrés. Non. Mais plus du tout. Les mecs peuvent porter du rose, les nanas peuvent porter du bleu, on s'en fout, tu vois. À un moment, c'est comme tu le disais si bien, c'est la paire, elle est cool, elle est cool. Et les marques ont eu du mal à comprendre ça et on met énormément de temps à non-genrer effectivement leur collection. Après, c'est très difficile de satisfaire toutes les femmes, comme il est difficile de satisfaire tous les hommes, mais dans une moindre mesure. Et les femmes, il y en a qui préféreront les paillettes, etc. Chez les sneakerheads, elles voulaient les mêmes paires que les mecs. Effectivement, longtemps, on a demandé à ce que le sizing soit baissé, pour qu'on arrête de, quand on fait du 38, porter du 40. Mais c'est ce qui m'est arrivé toute mon adolescence. Pour les pumps, toutes les paires qui étaient stylées, il fallait porter des 3 semelles. Mais encore aujourd'hui, c'est super dur au sein des marques d'arriver à satisfaire tout le monde. Donc c'est cher aussi de faire des moules qui sont en petite taille sur des modèles. Donc les marques ne peuvent pas non plus se planter. Parce que ça leur coûte beaucoup d'argent. Et après, les collections dédiées aux femmes, pour les femmes, c'est ce qu'elles veulent aussi. Mais pas forcément dans des coloris roses glossy à paillettes. Voilà. Mais il y en a qui aiment ça. Donc c'est aussi, les marques veulent satisfaire et avoir un maximum de femmes dans leurs fans. Mais à un moment, il faut choisir. La solution la plus simple, quand même, c'est de faire un sizing qui va du 35 au 48. Ça tombe pas de nulle part qu'on travaille la femme. C'est aussi qu'aujourd'hui, le plus gros levier de business pour les marques, toutes confondues, c'est la femme. C'est la femme. Et qu'aujourd'hui, les femmes achètent beaucoup de baskets. Pour donner une idée, nous, en boutique, je peux donner un exemple vraiment très concret. À la base, on avait une offre complètement mixte. C'est-à-dire qu'on avait des paires hommes et femmes qui étaient mélangées et on laissait les gens trouver le truc là-dedans et on essayait d'orienter les femmes. Depuis quelques mois, on a dédié un coin à la femme. C'est-à-dire qu'on a isolé un coin où on met des paires pour femmes dédiées pour ça. Même si c'est des doublons, c'est-à-dire des paires mixtes qu'on va retrouver dans les deux côtés hommes et femmes. Bref, aujourd'hui, dans le shop, c'est ce rayon-là qui a la meilleure progression, qui a le meilleur taux de sortie et les meilleures ventes par rapport à l'homme. Alors évidemment, c'est pareil pour le marché. On dit que le marché de la femme est en croissance extraordinaire. Il vient de tellement bas que c'est normal que la croissance soit énorme. Mais en tout cas, ça montre bien qu'il y a quelque chose. Il y a vraiment un vrai phénomène. Les femmes veulent plus de baskets, commencent à être dans une consommation presque ce qu'on avait dans le cliché des femmes qui ont une tonne de talons. Ça commence à être la même chose pour les baskets, comme pour les hommes. Et pour elles, ça devient normal d'avoir 5, 10, 15, 20 paires de baskets, comme elles avaient 5, 10, 15, 20 paires de talons. En fait, c'est tout à fait... Logique, compris, limite adapté dans la société d'aujourd'hui, encore plus chez les jeunes. Et donc c'est pour ça que ce marché est en énorme progression. Mais au moins, voilà, ça montre qu'il y a quelque chose. Qui est-ce qui influence le marché aujourd'hui, le marché des femmes? Est-ce que c'est des personnalités? Je pense qu'il y a des égéries. Personnalités, égéries et influence. Mettons des noms là-dessus. Qui vraiment... En fait, si tu as des budgets exponentiels, tu peux signer qui tu veux. Mais à un moment, il faut aussi que ça ait du sens. Si tu vas signer quelqu'un qui porte jamais de basket, quand Puma a signé Rihanna, elle portait de la basket, elle s'affichait en basket et en talons, oui, très bien. Une meuf comme Cardi B, je crois pas l'avoir jamais vue en basket, elle doit certainement en porter. Mais si ça marche, tant mieux. Mais après, oui, il faut signer des choses intelligentes. Mais après, c'est là où, pour le coup, pour revenir à ce qu'on disait un petit peu plus tôt, c'est là où, pour le coup, j'ai vraiment des doutes sur ceux qui prennent les décisions. Parce que ça, typiquement, c'est une décision de qui marche chez les nanas aujourd'hui. La personnalité qui fonctionne en ce moment, c'est Beyoncé, Cardi B. Il n'y a pas que ça, c'est pas que des artistes en tant que tels. Non, mais ce que je veux dire, c'est ce qu'elle représente en tant que femme. Elle représente en tant que femme aussi.
Et je suis pas sûr, ou j'ai des doutes sur le fait que ce soit vraiment des femmes qui aient pensé immédiatement à Beyoncé ou Cardi B en égérie. Après, Beyoncé, ça avait du sens parce qu'elle avait lancé Ivy Park, que ça marchait pas trop mal, que voilà. Alors après, on n'était pas au niveau de l'ampleur d'un Adidas. Aujourd'hui, elle sort une collection chez Adidas. Bon, voilà, les résultats sont pas forcément au rendez-vous versus ce que tu dois lui verser. Mais bon, c'est pas grave. C'est aussi une façon pour les marques de s'affirmer et de suivre une égérie qui a quand même du caractère, qui a un positionnement qui est très fort, surtout dans le contexte actuel. Donc oui, c'est important aussi que les marques se positionnent. C'est pas toujours du business derrière, même s'il faut y penser, parce que bon, il y a quand même des lignes développées, etc. On peut parler de la paire que tu nous as ramenée là justement. Alors ça, c'est une collab qu'on a lancée il y a pas très longtemps. Typiquement, si on parle des paires exclusivement pour les femmes, c'est une paire qui va jusqu'au 44. Donc qui plaît beaucoup aux hommes. Quand on a frustré plus d'un. Voilà. Et qui plaît beaucoup aux hommes. Aujourd'hui, il y a les égéries, mais il y a aussi faire des collaborations avec d'autres marques. C'est-à-dire des marques qui vont bien au-delà de ton univers à toi. Donc nous, on est une marque japonaise de running, voilà, et on va faire une collaboration avec Vivienne Westwood. Aujourd'hui, pour nous, c'était important d'avoir une collaboration qui représente les femmes, qui ait un nom de femme, même si aujourd'hui, bon, les choses ont un peu changé en interne chez eux, mais puis aussi de faire une collaboration qui est engagée. T'aimes pas, mais c'est là pour faire de la communication et idéalement plaire, hein, évidemment. Donc là, effectivement, de recouvrir la paire d'un filet, on parle d'une chaussure de running pour courir et qui a beaucoup de succès chez nous. Voilà, il n'y a pas de lacet, il y a un lien de serrage qui fait penser un peu à du trail qui est hyper tendance en ce moment. Donc oui. Ça c'est une collab engagée. Et c'est pour les femmes. Voilà. Ça te parle, Mylène? Malheureusement pour moi. Ouais, je l'ai vu passer il y a quelques semaines. C'était en septembre, c'est ça, je crois? Oui. Ouais. Et en vrai, je trouve que la silhouette, elle est vraiment travaillée. Enfin, je veux dire, déjà, on a un rappel, on en parlait en off avec ces gars, on a un rappel de tout ce qui est Vivienne Westwood, en fait, parce que la maille, en fait, elle rappelle clairement ce qu'elle a déjà fait auparavant. Donc, c'est pas forcément déconnant. Enfin, en vrai, je kiffe bien. Je kiffe même pas mal. C'est quoi les prochaines opérations là, que vous allez faire chez ASICS dans ce genre-là? ASICS, c'est une marque qui a toujours été quand même reconnue pour ses collaborations, que ce soit avec des retailers internationaux, chez des sneakers addicts. Mais l'idée, c'est de continuer cette partie-là, mais aussi de faire découvrir des nouveaux designers. Et alors, la femme est évidemment un sujet qui est hyper important pour nous. Depuis 1 an et demi, on le travaille de façon beaucoup plus sérieuse. Avec des vraies questions, avec qui on va travailler, avec qui on va collaborer, quel genre de produits on va pousser et surtout créer des vraies collections pour les femmes, ce qu'on n'avait pas, clairement. Enfin, pas vraiment. Maintenant, tout ce que vous sortez, vous le pensez hommes et femmes? Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'est horizon 2023, de devenir une vraie marque unisexe. Ce qui est hyper important pour nous et on sort assez peu de collaborations, enfin, en tout cas, tous les produits qui sont dans la collection, chaque saison, sont des produits que les magasins peuvent commander du 35 au 50. Donc, et ça, c'est hyper important pour nous, aussi parce qu'on est une marque japonaise et que les Japonais, il ne faut pas l'oublier, chose petit, souvent. Donc, en fait, finalement, nous, on parle d'une marque unisexe, c'est pas forcément comme ça toujours que ça a été pensé. Mais aujourd'hui, nous qui avons poussé dans ce sens-là, c'est comme ça que ça va être perçu et qu'il faudra le percevoir parce qu'on va communiquer là-dessus. Est-ce qu'en France, la place des femmes est différente d'un pays comme les États-Unis, par exemple? Le marché est différent? Est-ce qu'ils ont de l'avance sur nous de ce côté-là ou... Je pense que... Après, là, je parle de manière empirique. Hein. Je ne vis pas aux États-Unis, donc j'achète pas, je ne suis pas consommateur aux États-Unis, etc. Mais je pense que surtout que le marché est très genré aux États-Unis, et ce qui est moins le cas en Asie. Indéniablement, les États-Unis sont quelque part en avance parce que c'est de là que vient l'influence globale, en fait. C'est souvent là-bas qu'on va regarder pour les égéries. Enfin, c'est rare qu'une égérie locale française ait un rayonnement global, alors qu'une égérie américaine peut devenir une égérie globale pour une marque. Moi, je pense notamment à Jordan, qui travaille depuis un bout de temps avec des femmes. Elle est il y a eu alors, la première femme qui a collaboré avec Jordan, c'était Vashti en 2010.
On l'a complètement oublié, mais c'était elle. Derrière, il y a eu Ale Alimé, qui a fait qui a fait deux paires de Jordan. Cartonné. Non, 3. 3 paires, c'est ça. Ouais. Ensuite, il y a eu Mélodie Essani. Ah oui, Mélodie exact. Essani qui a fait aussi des paires et qu'on a carrément dessiné une. On sent que voilà, Jordan, c'est une marque qui commence à vraiment s'adresser de plus en plus aux femmes, à inclure des femmes, à mettre des femmes en avant en termes de design, à faire des collections dédiées. Mélodie Essani était la première aussi. Non, c'était Ale Alimé qui était la première à faire une Jordan, pas uniquement pour femmes, mais aussi unisexe. Donc on sent que ces marques-là ont envie de prendre des égéries, des personnes qui vont devenir leur image, mais qui ne vont pas s'adresser qu'aux femmes. Et ça, c'est plutôt cool d'avoir ce truc un peu cross-genre qui est plutôt évolutif, qui est plutôt inclusif, comme le dit beaucoup Sega. Et là, c'est intéressant là-dessus, quoi. Mais c'est très récent. Mais ça reste récent. Enfin, Très récent. En tout cas, pour aller à l'email, c'est Vashti, c'était un cas isolé, c'est de 2010. Ouais. Mais depuis, oui, c'est sur les 2-3 dernières années, clairement. Mais voilà, il faut bien que le truc se mette en route. Ça se met en route, c'est plutôt positif. Est-ce qu'on peut dire que les choses vont dans le bon sens? Oui, ça on l'a dit. Est-ce que ça va assez vite par contre? Non, ça va pas assez vite, mais en tout cas, c'est la stratégie de toutes les marques, c'est la femme. Et ça, on peut l'entendre partout. Donc, on va dans le bon sens parce que tout le monde y pense, tout le monde y réfléchit. Ce qui est bien, c'est que tout le monde va y réfléchir de façon complètement différente et d'essayer de comprendre les femmes, de travailler pour les femmes de façon intelligente et smart, quoi, et d'arriver à faire des paires qui leur plaisent, qui leur conviennent et pourquoi pas qui conviennent aussi aux garçons à côté et qu'il n'y ait pas finalement qu'on arrive sur du non-genre et qu'à un moment on arrête finalement de scinder ces deux catégories et qu'à un moment la sneaker ce soit de la basket rose et qu'elle soit aussi bien pour les garçons que pour les femmes et de la basket kaki et qu'une femme puisse avoir sa pointure également. Bon, ça arrive doucement, mais ça arrive. Il y avait juste un truc que je voulais préciser aussi par rapport à ça, c'est que les gens qui sont dans les bureaux, qui sont un peu la face cachée du marché de la basket, on les connaît pas. Et donc en fait, il y a des femmes et on le sait pas tant que ça. Typiquement, la technologie HyperAdapt chez Nike, c'est une femme. Typiquement, il faut savoir que la personne qui est en charge du design couleur chez Nike, c'est une femme. Ah bon. Donc en gros, typiquement, voilà, les Air Force One avec les swoosh interchangeables, c'est une femme, c'est l'idée d'une femme. Mais je pense que Donc il y a beaucoup de boulot en fait derrière, ce que qui sont j'allais des dire. gens qui sont cachés en fait. Mais Donc, je pense que la femme a sa les place. marques doivent entrer dans un... Là où pour le coup, moi je suis un peu plus extrême, on va dire, c'est que pour moi les marques doivent aussi prendre leurs responsabilités et mettre en avant ces femmes sinon dans leur stratégie de communication, dans la mise en avant d'un produit, pour dire que voilà, en fait, c'est un travail d'équipe, tu vois. On te laisse le mot de la fin, Olivia. Ce qui serait bien, c'est qu'effectivement, les femmes aussi accèdent à des postes qui soient plus visibles et à responsabilité, notamment sur la réflexion des stratégies, que ce soit marketing, commercial, et qu'on les voit plus. Mais Clément a raison de souligner qu'à l'intérieur des marques, il y a des femmes. Et souvent, au design, pour les femmes, il y a des femmes. Mais il faudrait qu'au design, pour les hommes, il y ait des femmes. Ce qui arrive aussi. Il y a des marques qui le mettent quand même, qui commencent à le mettre en avant depuis plusieurs années. Mais tout ça, ça va changer. Il faut aussi que les femmes se positionnent, osent penser pouvoir designer une basket, penser avoir ce poste à responsabilité, penser à avoir cette... voilà, représenter une marque. Il ne faut pas attendre, c'est ça que tu es en train d'expliquer, c'est que vous aussi en interne, vous devez faire un taf pour dire allez, on y va. Oui, et la place doit être laissée et tout le monde doit penser à son comportement, mais c'est important que tout le monde se remette en question et aille de l'avant. Et bon, on terminera là-dessus. C'était un bien beau dossier. Ouais. Merci Olivia en tout cas d'avoir merci passé à vous quelques de m'avoir minutes et invité. d'avoir bavardé avec nous pour ce nouvel épisode d'Elle est bonne sa paire. Comme d'habitude, mettez des commentaires, proposez-nous des sujets pour les prochains dossiers. Si vous voulez qu'on bavarde autour, il n'y a pas de problème. Partagez la vidéo, activez la cloche des notifications. La cloche. Voilà, exactement. Et on se retrouve jeudi prochain à 18h. Bisous tout le monde. Bye. Ciao. Move Radio, Hip Hop Nation.